Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous du grand format de ce dimanche 7 mars 2021. On va parler politique dans la deuxième partie de cette émission, politique en lien avec la présidentielle du 11 avril prochain. D'abord, le parti Bloc républicain qui a ouvert ses bras pour accueillir de nouvelles têtes et procéder dans le même temps à l'installation de ses structures de base. Mais depuis hier, on lit sur la toile une note circulaire du parti suspendant cette opération d'enrôlement des militants. Lesquels militants souhaitent en savoir plus. Eh bien, l'honorable Barthélémy Kassa est député à l'Assemblée nationale et membre du bureau exécutif du parti Bloc républicain. C'est lui notre tout premier invité de ce dimanche. Il nous propose son éclairage sur les tenants et aboutissants de la décision de son parti. À sa suite, nous aurons Madame Regina Zomakpe, qui est porte-parole du Fonds d'action pour la continuité. C'est un creuset qui a pour coordonnateur national le ministre Aliman Karim et travaille entre autres pour l'obtention d'un taux de participation avoisinant les 70%, un travail délicat qui mérite une mobilisation à cet effet. Hier samedi à Porto-Novo, les femmes se sont mobilisées pour la cause. Regina Zomakpe, comme je vous le disais, est leur porte-parole. Elle viendra nous dire la solennité qui a régné hier dans la ville capitale. On parlera des acteurs du monde de l'artisanat. Depuis une décennie déjà, le gouvernement béninois célèbre la journée de l'artisan, une occasion pour saluer les mérites des acteurs de ce sous-secteur dont la contribution à l'économie nationale reste importante. Le 5 mars dernier, l'artisan béninois était à l'honneur, ses œuvres aussi. Brice Hondi est le président de l'ONG ADECO et promoteur de la plateforme de communication du réseau des artisans. Avec lui, on va évoquer les grandes lignes de cette célébration et surtout les efforts faits dans ce sous-secteur, entre-temps rongé par des querelles intestines de ces fêtières. Gardez donc votre position d'écoute. Vous entendrez les différents invités avant la fin de cette émission. Et voici pour commencer les titres du journal. L'actualité nationale avec cette démarche des leaders du bloc républicain en direction de la communauté musulmane de la commune de Ndali. Abdoulaye Biotchane et sa délégation sont allés solliciter l'implication des leaders religieux dans l'organisation sans violence de la présidentielle d'avril prochain. À l'occasion, on a prié pour la paix, nous dira Lukman Oruchew. Et puis cette célébration de la journée de l'artisan du Bénin qui s'est déroulée vendredi dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. Les acteurs de ce sous-secteur voient à travers les manifestations officielles l'honneur rendu à leur production, compte rendu à suivre dans un instant. À suivre également ce zoom sur nos femmes, nos filles et nos mamans. Comme vous le savez, le 8 mars de chaque année, c'est elles qui sont au devant de la scène. La rédaction de Canal 3 Bénin s'est rapprochée de quelques-unes pour s'intéresser à leur quotidien. Entre vie professionnelle et celle privée, elles nous font des confidences. Eh bien, vous les entendrez avant la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonjour à tous. On s'intéresse d'entrer à ces apôtres de la paix. Il s'agit du ministre d'État Abdoulaye Biotchane et sa délégation composée des membres du bloc républicain. Ils étaient au cours de la semaine à Ndali pour échanger avec les leaders religieux de cette région sur la nécessité de prôner la paix et de prier surtout pour que la présidentielle du 11 avril prochain se déroule dans la tranquillité. On va faire maintenant le point des échanges avec Lukman Oruchew. Cette équipe de personnalités politiques du parti Bloc républicain, conduite par le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane, est accueillie à Ndali par des leaders de la communauté musulmane. Venus des 14 communes des départements du Borgou et de la Liborie, ces imams et prédicateurs réunis dans cette salle échangent avec la délégation. Au menu, la tenue le 11 avril prochain de l'élection présidentielle apaisée. Nous devons cultiver cette recherche de la paix. Parce que c'est cette paix-là qui est la première des choses qui nous appartient. C'est cette paix-là qui nous permet de faire tout le reste. C'est cette paix-là qui garantit notre sécurité. Et pour cela, chacun de nous a un rôle. C'est de continuer dans les communautés, de continuer dans nos communes, dans nos villages, dans nos arrondissements, à plaider pour que chacun exprime son droit
et en l'occurrence exprime son vote sans contrainte. La paix est le maître mot de cette rencontre qui a pris l'allure d'une séance de reddition de comptes des actions menées par le gouvernement de la rupture au profit de la communauté islamique du Bénin. Le système du pèlerinage. Mais aucune nation ne se construit sur des divisions, d'où la nécessité d'œuvrer pour la concrétisation de la promesse du chef de l'État Patrice Talon de faire du scrutin prochain une occasion festive. Le président Patrice Talon, lors de sa tournée, a promis de faire de ces élections une fête. Et nous sommes à ses côtés pour que cela soit une réalité. Toutes les dispositions sont prises pour que ce soit une réalité. Et c'est également notre mission ce matin d'être aux côtés du chef de l'État pour que nos élections soient réellement une fête. Ces présidents d'associations et prédicateurs islamiques sont donc faits ambassadeurs de la paix dans leurs contrées respectives. Et ils en mesurent bien la portée. On va essayer à travers des rencontres-là pour pouvoir sensibiliser les gens pour connaître le valeur de la paix. Surtout que l'islam, c'est la paix. C'est pourquoi même nos salutations, c'est Assalamu alaikum. Assalamu alaikum veut dire que la paix soit sur vous. Comme l'élection, le présidentiel vient là, donc nous on voit que le gouvernement est venu, il est pensé pour nous réveiller, d'appuyer, de continuer de notre travail que nous faisons. Après les leaders religieux, la délégation va poursuivre le même exercice, mais cette fois avec les femmes leaders islamiques des départements du Borgou, de l'Alibori et de l'Atakora. Ici, Aboula Biachane et son équipe sont encore rassurés. Nous vous rassurons que vous ne vous êtes pas trompés, car sans nous vanter, nous regorgeons de grandes ressources pour la Oumma et pour le Bénin en général. En dehors des messages de paix, les préoccupations liées au développement des localités ont été évoquées. Des préoccupations auxquelles des explications et assurances ont été apportées par les membres de la délégation. Hier samedi, le mouvement Les Jeunes Majeurs a vu le jour dans la commune d'Abomey-Calavi. Il regroupe de jeunes hommes et femmes résolument engagés à prendre une part active, notamment sur le chantier de la citoyenneté et de la démocratie. Le nouveau-né dans l'arène des mouvements de jeunes souhaite compter sur l'appui et l'accompagnement des aînés pour atteindre ses objectifs. Résumé des temps forts avec Nagui Balagbe. Les nouveaux majeurs, merci d'applaudir pour nous-mêmes. Ils sont jeunes, ils sont décidés et ils arrivent pour changer la donne. D'ailleurs, le nom de leur mouvement est à dessein. Ce sont les nouveaux majeurs réunis pour porter leur creuset sur les fonds baptismaux. Ils s'engagent sur les chantiers de la citoyenneté et de la démocratie. Ce jour est un jour particulier où nous, jeunes, avons décidé de sortir et de dire qui nous sommes à la face du monde. Nous, jeunes, engagés pour défendre les valeurs civiques et démocratiques, c'est une joie pour nous ce matin de nous retrouver ici. Cette cérémonie sera pour nous une occasion précieuse de nous pencher sur les problèmes et les sujets de préoccupation communs, de partager des expériences et des connaissances, en particulier en ce qui concerne la politique de notre pays. Enfin, j'ai aujourd'hui une occasion rêvée de réaffirmer ma reconnaissance au nom des nouveaux majeurs que vous êtes et que nous sommes à l'endroit du gouvernement pour les actions louables qui ne cessent de mener pour notre jeunesse. Les nouveaux majeurs s'alignent quant à eux sur l'idée d'une jeunesse solidaire et qui se prend en charge, d'où leur attrait pour les questions relatives à l'entrepreneuriat et à l'emploi des jeunes. Nous voulons faire la promotion de l'entrepreneuriat. Nous voulons faire la promotion d'une jeunesse qui prend en charge ses propres situations, ses propres problèmes, qui trouve les moyens et les solutions de les résoudre. Et ensemble, nous irons de l'avant. Le mouvement pour parvenir à ses fins s'abreuve déjà à bien de sources pour, de l'expérience des aînés, s'étoffer et pouvoir faire face aux défis qui pointent à l'horizon. Vous avez parlé des valeurs, vous devez rechercher ça, apprendre ça.
Et en apprenant ça, et en respectant les valeurs, d'abord entre vous, et ensuite vers les autres, vous allez voir, votre mouvement va grandir, vous allez entreprendre, vous allez rayonner. La balle est alors dans votre camp. Le mouvement entend contribuer à faire prendre à la jeunesse une conscience active de ses atouts et du rôle qui devrait être le sien en vue d'un développement harmonieux. Sortie officielle du mouvement politique dénommé Zedaga, c'était hier samedi et les membres de ce creuset politique ont appelé à l'union sacrée autour de la paix qui règne depuis des années dans le pays. Pour eux, la période électorale ne serait en aucun cas justifier une quelconque turbulence ou des escalades verbales, voire des menaces sur la démocratie. Les membres du mouvement ont alors passé un message à la jeunesse béninoise et aux leaders religieux de tous bords. Je vous invite maintenant à suivre un extrait du message rendu public par Wilfried Hondier. Il est le coordonnateur du mouvement Zedaga. Il n'y a jamais d'omelette sans casser les œufs. Nous avons le système du président de la République à bousculer des habitudes, à régler un certain nombre de choses. Ça peut faire du bruit, ça peut bouger les esprits, mais la République restera debout et forte. Et nous avons une obligation morale de soutenir le progrès, de soutenir la marche que porte le président, les membres de son gouvernement et les institutions de la République. Les institutions sur lesquelles aujourd'hui il a beaucoup d'insultes, beaucoup de mots qui se jettent sur les institutions de la République. Nous demandons au peuple béninois de se mobiliser derrière le pays, derrière les institutions du pays, derrière le chef de l'État, derrière tous les membres du gouvernement. Parce que le Bénin n'a plus droit à l'erreur, le Bénin ne doit pas mal négocier ce tournant, le Bénin ne doit plus faire de recul. Nous sommes engagés. Et quand nous sommes engagés, la République est debout. Quand nous sommes engagés, chacun aura pour son compte. La prospérité sera totalement partagée. On veut rendre ce pays plus puissant, plus riche, plus important. Hier, c'était les citoyens qui étaient riches plus que le pays. Hier, c'était les citoyens qui étaient tellement puissants dans la sous-région. Et le Bénin est totalement pauvre. Les femmes n'ont pas accès à un soin de qualité. Nos jeunes, nous n'avons pas d'emploi. Aujourd'hui, on pose les balises de tout ça. Ça va être dur à vivre aujourd'hui, mais demain sera meilleur. Nous portons le pouvoir et nous tenons à ce que ça soit un pouvoir qui rassemble les peuples, qui rassemble les communautés, qui donne la ligne à suivre. Nous demandons à nos sœurs et frères des religions de tout faire pour que la paix puisse revenir. Priez pour le gouvernement béninois, priez pour son chef, priez pour les institutions du pays. On en a besoin sur ce tournant important où il y a pas mal d'agitation dans le pays, mais ça va se calmer. Et ça doit se calmer pour que les élections auxquelles nous sommes habitués aujourd'hui ne soient pas un carrefour de violence, mais soient une fête et confirment le leadership du président de la République, des membres de son gouvernement et de toutes les institutions de la République. Le message que nous le lançons ici sur la terre sacrée de Passé pour le Bénin entier. Que vous soyez de l'intérieur ou de l'extérieur, sachez que ce message vient à vous. Nous avons une obligation morale de porter le message, de porter la dynamique du gouvernement, de porter la dynamique du chef de l'État. Zedaga n'a pas besoin d'être dans tel parti ou dans l'autre avant de soutenir quelque chose de bon, de bien. Parce que quand on court de dehors, on doit rentrer à la maison. Et la maison doit accueillir avec joie et ferveur. Allez, Aboumé Calavi, pièce circonstancielle de l'artisanat au Bénin. La cité d'Ottawa a accueilli les célébrations entrant dans le cadre de la journée de l'artisan du Bénin. Une belle fête en somme qui a mobilisé du beau monde autour des fêtières. Les manifestations se poursuivent d'ailleurs ce week-end sur toute l'étendue du territoire national. On va faire le point avec Nagui Balagbe et Rachid Soubiro. Ce 5 mars, le Bénin célébrait à nouveau ses artisans. Venus d'un peu partout, ces hommes et femmes qui, de leur talent, animent ce secteur important de l'économie nationale, ont passé ensemble d'agréables moments de partage et pas que. On en était à la 11e édition et comme tous les ans, la mobilisation était à la hauteur de l'enjeu. La JAB a été institutionnalisée en 2010 et est célébrée le premier vendredi du mois de mars de chaque année pour valoriser et honorer l'artisan. Nous sommes là aujourd'hui pour fêter la 11e édition de la journée de l'artisan béninois. Le secteur de l'artisanat regroupe 40 corps de métiers, 175 métiers et 8 branches d'activité.
Le secteur de l'artisanat contribue à plus de 14% du produit intérieur brut. L'artisanat bénéficie d'une attention particulière dans le programme d'action du gouvernement à travers les réformes visant à permettre aux artisans de mieux profiter de leurs fruits, de leur labeur. Cette journée est aussi l'occasion d'importantes résolutions. L'artisanat béninois se devait alors de se pencher sur sa condition et faire des projections. Et là-dessus, que d'avancées ont été enregistrées ces dernières années grâce, au dire des responsables des fêtières, à une volonté politique très agissante notamment. La place de choix qu'occupe ce secteur dans le programme d'action du gouvernement n'est plus à démontrer. C'est pourquoi les différentes réformes engagées dans le dit secteur par le gouvernement visent essentiellement à permettre aux artisans de mieux profiter des fruits de leur labeur et aussi de bénéficier de l'appui des structures étatiques pour les accompagner à atteindre leurs objectifs. Nous voudrions profiter de cette opportunité pour clamer haut et fort notre soutien indéfectible au président Talon et vous demande de transmettre au chef de l'État nos sincères reconnaissances à son endroit pour ce projet ambitieux, également lui dire, tel qu'il s'est levé pour développer notre secteur, nous artisans, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes debout derrière lui et prêts pour l'accompagner dans ses réformes salvatrices. Des dispositions ont été prises afin que tous les artisans dans chacun des départements du Bénin tiennent cette célébration. En marge, un appel des fêtières à l'union sacrée des uns et des autres autour des intérêts de ce secteur, gage d'un bien-être collectif. L'Office national du bois ONAB a initié l'année écoulée une visite ainsi qu'une formation au profit des acteurs du monde judiciaire. L'exercice a été élargi cette année aux agents paramilitaires et autres. Étalés sur plusieurs jours, les échanges ont réuni les participants dans le secteur forestier de la Lama. Ce fut une occasion pour faire davantage connaître à ces acteurs le travail, en plus des efforts consentis par l'Office qui travaille quotidiennement à la sauvegarde de l'environnement. On fait le point avec Hélène Amousso et Georges Baudouin. La première édition de la formation a été organisée au profit des acteurs judiciaires. Initiative portée par l'Office national du bois ONAB, elle est élargie cette année aux agents paramilitaires du ressort territorial des secteurs forestiers sous gestion de l'Office. L'activité vise à leur faire connaître le milieu forestier ainsi que les énormes efforts consentis pour produire, protéger et maintenir en bon état ces couverts végétaux. Nous nous échinons, nous protégeons, nous plantons, mais les gens s'emploient à détruire tout ce que nous faisons. Pour que nous soyons suffisamment épaulés par la sécurité, par la justice, il faut penser à leur faire connaître ce que nous faisons. Alors lorsqu'ils viennent, ils constatent que nous menons des activités qui contribuent à la protection de l'environnement, à l'amélioration du climat, à la conservation de la biodiversité, qui aussi montrent que nous pouvons faire de l'économie circulaire, comme on dit souvent, pour montrer que un pays peut vivre de sa forêt. Lors de cette visite guidée, les hôtes ont été conduits dans le secteur forestier de la Lama, précisément à Zalimé. Les échanges ici ont été axés sur l'historique, les activités de terrain, de même que le processus de cogestion de l'ensemble des forêts qui composent le secteur. Ce fut ensuite les activités pratiques. Procureurs, présidents des cours et tribunaux, agents paramilitaires ont assisté à une séquence de travaux d'éclaircissement. En initiant cette formation, les responsables de l'ONAB espèrent outiller davantage les participants, ceci dans le but d'obtenir un meilleur accompagnement en cas de préjudice. Nous avons les coupes frauduleuses, les vols de bois, les faits criminels que nous subissons pendant la sécheresse et qui créent d'énormes dégâts à nos plantations. Troisième facteur, c'est la transhumance. Cette mission nous a permis de découvrir beaucoup de choses. Les efforts que les autorités mènent pour sécuriser ces différentes forêts. Nous, de la famille judiciaire, nous avons l'obligation de leur apporter l'accompagnement nécessaire en réprimant, lorsque c'est nécessaire, les cas d'infraction qui auraient été constatés. Et ensuite, les accompagner dans le règlement transactionnel, puisque
la sanction à elle seule ne permet pas toujours de régler tous les problèmes. Excepté le bois de chauffage et les grumes, les forêts aident et participent à la purification de l'air. Ces couverts végétaux aident également dans la lutte contre le changement climatique. À cette formation, qui a duré plusieurs jours, étaient présents président et procureur des cours, tribunaux et cours d'appel de Pobé, Alada, Abomey et Djougou. Dorénavant impliqués, ces hommes et femmes sauront convenablement appuyer l'ONAB dans ses actions de sauvegarde contre les actes de destruction et de vandalisme répétés. Voilà, on va faire maintenant un zoom sur nos femmes, nos filles et nos mamans. Comme vous le savez, le 8 mars de chaque année, c'est elles qui sont au devant de la scène. La rédaction de Canal 3 Bénin s'est rapprochée de quelques-unes pour s'intéresser à leur quotidien. Entre vie privée et celle professionnelle, elles nous font ici des confidences. Je vous propose de suivre ce téléma réalisé par Rafat Amadou, présenté ici par Ouliat Sanoussi. Chaque 8 mars, elles sont célébrées à travers le monde. C'est la journée internationale de la femme et le Bénin ne reste pas en marge. Au-delà des festivités, cette journée constitue une occasion pour faire le bilan sur la situation des femmes. Une situation qui n'est certes pas reluisante, même si aujourd'hui, on remarque que de plus en plus, les femmes travaillent au même titre que les hommes. Nous sommes beaucoup plus sollicités. Parce que les hommes et les femmes travaillent. Aujourd'hui, nous avons eu cette chance-là. À partir de 8 mars, où nous commémorons la Journée internationale de la femme, ça fait partie des réflexions et des sujets de débat. Donc, je me dis, oui, le 8 mars est important pour les femmes. Être femme ne devrait pas déterminer la vie professionnelle. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on a une autre vie professionnelle qu'un homme. Donc, en tant que femme, je gère de la même manière qu'un homme devrait faire face à ses responsabilités et devoirs professionnels. Concilier la vie de femme, d'épouse et de mère avec la vie professionnelle reste un défi pour la plupart des femmes. Pour y arriver, elles se battent au quotidien. Je pense que ce que nous faisons pour concilier la vie de famille, de mère, d'épouse, c'est de nous manager et de nous réveiller lorsque on est fatigué. Même si on est fatigué, de nous réveiller plus tôt que prévu, plus tôt que tout le monde, pour apprêter ce qui doit être. La gestion du foyer et la vie professionnelle, on les gère avec méthode, avec organisation. Donc la femme, elle a aussi bien la vie professionnelle que la vie au foyer à gérer. Donc tout est une question d'organisation. Au-delà de toutes les difficultés qui se dressent sur leur parcours professionnel, les femmes restent conscientes de leur importance au sein de la société. Entre engagement et détermination, elles ont une lourde responsabilité. Il faut qu'elles soient elles-mêmes responsables dans les actes. Il faut qu'elles ne se fassent pas d'illusions. Le monde dans lequel nous évoluons en tant que tel est déjà un combat de gagner parce que nous sommes privilégiés. Ce que je voudrais demander aux femmes, c'est de ne jamais courber l'échine devant les propos sexistes ou alors les stéréotypes. Il n'y a pas de mal à transpirer pour ses rêves. Et c'est justement parce que nous sommes femmes que nous avons le pouvoir. Nous exhortons les autres femmes pour être femmes au foyer parce que de nos jours maintenant, l'homme ne peut pas tout faire. Il faut nécessairement que vous compreniez l'homme et la femme pour pouvoir garder les enfants. Il faut savoir partager les charges à la maison. Qu'elle soit célibataire, mariée ou super maman, l'importance de la femme dans la société n'est plus à démontrer. De la ménagère à la chef d'entreprise, en passant par la fonctionnaire, la femme répond aux obligations de vie au même titre que l'homme et l'accompagne dans sa réalisation
et à la consolidation de la société. Hommage à toutes les femmes du Bénin, d'Afrique et du monde. Lancement officiel du site internet et de l'application Commune Plus, c'était vendredi dernier à la salle de conférence de la mairie de Cotonou. C'est une initiative de la Fondation Le Municipal à travers le projet de mise en place et de pérennisation d'une plateforme digitale de démocratie et de reddition des comptes dans les communes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et d'Akomisérité qui vise bien entendu à rapprocher l'administration de l'administré et à promouvoir la bonne gouvernance. C'est le directeur de cabinet représentant le ministre de tutelle qui a procédé au lancement de cette plateforme. Reportage Ouliat Sanoussi. Le site internet et l'application Commune Plus sont désormais une réalité au Bénin. Cette initiative de la Fondation Le Municipal a été officiellement lancée vendredi par le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Commune Plus, c'est un site internet et une application qui permettent aux citoyens d'accéder aux informations nécessaires pour participer à la gestion de leur commune, mais aussi un dispositif qui permet aux élus, aux acteurs municipaux et communaux d'interagir entre eux pour vraiment participer à la gestion d'une collectivité territoriale. Il faut avoir les bonnes informations, les informations qui permettent de comprendre ce qui se fait, mais aussi il faut avoir l'opportunité de s'exprimer, l'opportunité de participer à la formulation des politiques publiques. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de mise en place et de pérennisation d'une plateforme digitale de démocratie et de reddition des comptes dans les communes de Cotonou, Abomey-Calavi et Akomisérité. Un projet qui a bénéficié de l'appui financier de l'Union européenne à travers le programme REPASOC et de l'accompagnement de l'État par le biais du ministère de la Décentralisation. Ces outils trouvent donc toute leur légitimité et favorisent la gestion transparente et inclusive et l'amélioration des services offerts à la population. Je voudrais donc inviter la Fondation Le Municipal et son co-demandeur, l'Association nationale des communes du Bénin, à faire de la vulgarisation de ce site et de cette plateforme une priorité afin de les faire connaître des citoyens. Nous sommes donc tous invités à nous engager pour le développement durable à la base. Pour faciliter cet engagement de tous les acteurs de la décentralisation, je vous invite à nous approprier le site Internet et l'application Commune Plus, qui nous permettront de promouvoir une vraie démocratie locale basée sur la participation citoyenne. Ayant compris l'utilité du projet, les communes bénéficiaires que sont Cotonou, Abomey-Calavi et Akomisérité s'y sont engagées. Nous apprécions à sa juste valeur la présente initiative et Cotonou se réjouit de faire partie des communes bénéficiaires. Nous voudrons vous rassurer que nous saurons exploiter à bon escient cette nouvelle plateforme digitale de démocratie et de reddition de comptes que vous mettez à notre disposition. En attendant que toutes les communes du Bénin bénéficient de ce projet, les différents partenaires ont saisi l'occasion pour féliciter l'initiateur pour la mise en œuvre de ces outils numériques de participation citoyenne qui témoignent du dynamisme de la décentralisation au Bénin. Voilà, ce serait tout pour cette première partie. Merci de nous avoir suivis. On va ouvrir maintenant la seconde partie, la page donc consacrée aux invités pour parler d'abord du parti Bloc républicain qui a ouvert ses bras pour accueillir de nouvelles têtes et procéder dans le même temps à l'installation de cette structure de base. Mais depuis hier, on lit sur la toile une note circulaire du parti suspendant cette opération d'enrôlement des militants. Lesquels militants souhaitent en savoir plus? Eh bien, l'honorable Batlebi Kassa, qui est député à l'Assemblée nationale et membre du bureau exécutif du parti Bloc républicain, est notre tout premier invité. Il est d'ailleurs dans nos locaux. Il va nous apporter beaucoup plus d'éclairage sur cette question. À tout de suite.
don't you come back no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Pétillant, frais, fun, cool. C'est Yuki Cola, délicieusement parfumé au bon goût cola, encore plus stylé. Avec son nouveau format en PET 30 centilitres, pratique et transportable partout. Accessible au prix conseillé de 250 francs dans tous vos points de vente habituels. Toujours disponible en format de PET 50 centilitres et en verre consigné de 30 centilitres pour plus de fun et de plaisir. Yuki Cola, savoure la vie façon cola. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright, alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, everything feels brand new. New, 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 new. New, 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 new. Voilà, honorable Barthélemy Kassa, bonjour. Bonjour, cher Merci ami. d'être venu sur le plateau du grand format. Vous êtes un membre du bureau exécutif national du parti Bloc républicain, donc une grande figure de ce parti. Vous avez donc en charge les questions électorales au sein de votre parti et dans les opérations, vous avez lancé cette opération d'enrôlement des militants. De quoi s'agit-il concrètement? Merci beaucoup, cher ami Mohamed Ali Para, c'est bien ça. Oui. Voilà. Je pense que, comme vous le savez tous, le Bloc républicain, c'est un des grands partis de notre pays, statistiquement le deuxième en ce moment. D'accord. Et suite à la réforme du système partisan, il y a eu cette volonté que de nombreux partis se mettent ensemble. Au début, pour parvenir à cela, il fallait aller à un congrès constitutif. Une première opération d'enrôlement a été lancée pour voir quels sont ceux qui veulent vraiment être membres fondateurs de ce grand mouvement, de ce grand parti. Ce qui a été fait. Et on est allé au congrès. Après le congrès bien sûr, il faut procéder à toujours des enregistrements d'adhérents. Des militants du parti. Oui, mais ayant constaté qu'il y a une petite fébrilité parce que ce n'est pas organisé de façon systématique, nous avons décidé, à l'occasion de la mise en place de nos structures définitives, parce que ça fait 3 ans bientôt que le parti existe, de faire une autre opération officielle, un lancement officiel d'enrôlement. L'enrôlement se fait de 2 manières. On met à disposition des équipes d'enrôlement avec des cahiers, des registres du Bloc républicain dans lesquels chaque adhérent va s'inscrire, ou bien l'enregistrement en ligne. L'enregistrement en ligne, on sait que ça a des limites parce que l'Internet n'est pas encore communément partagé de tout le monde chez nous. Donc il fallait simplement aussi faire un enregistrement par approche. Et c'est ça qui a été lancé il y a à peu près 2 mois.
Et on a noté un réel engouement de cette opération. Alors, quel est l'objectif que vous poursuivez à travers cette opération d'enrôlement concrètement? Oui, merci beaucoup. Non, j'ai dit tantôt que nous voulons installer les structures définitives du parti. Les structures définitives du parti, c'est quoi? C'est les cellules du parti au niveau des villages et quartiers du ville. C'est les sous-sections au niveau des arrondissements et autres arrondissements particuliers. C'est les sections au niveau des communes. Ce sont les comités au niveau des circonscriptions électorales et ce que nous appelons les fédérations au niveau des départements et universités et autres grandes régions du pays, notamment les continents. Pour ce faire, nous devons avoir un registre des électeurs qui doivent aller en assemblée générale. Et on ne peut pas s'asseoir dans une chambre ou dans un cabaret pour dire, bon, tel est ceci, tel est cela. Non, c'est prohibé quand on sait que le parti, c'est un grand parti de démocratie. Et donc, il faut avoir un registre des adhérents qui constitue à peu près le corps électoral à l'Assemblée générale. Il fallait actualiser ce corps électoral-là pour qu'à l'Assemblée générale, chacun vienne s'exprimer en faveur des dirigeants. Les dirigeants, désormais, sont démocratiquement élus. Voilà. Il n'y a plus de nomination, ce n'est pas des désignations pour créer peut-être des grincements de temps plus tard. En démocratie, les désignations sont toujours source de cassure des groupes. Il vaut mieux désigner, il vaut mieux choisir, mettre à la place ceux qui sont désignés par le peuple. Parce que être responsable d'un parti, c'est une confiance des militants. Voilà. D'accord. Alors c'est bien beau cette description que vous avez faite tout à l'heure de l'opération d'enrôlement, mais on a lu sur la toile depuis hier une autre circulaire de votre parti qui suspend, doit dire momentanément, cette opération. De quoi s'agit-il concrètement, puisqu'il y a bien de vos militants qui s'interrogent? Oui, merci beaucoup. Non, à tous ceux qui sont peut-être un peu perdus, parce que par ailleurs, si l'opération était bien lancée et que jusque-là, on n'observe pas de difficultés, il faut reconnaître que dans certaines zones clés, en vue de l'élection de l'élection présidentielle prochaine, il y a quelques fissures qui risquent de compromettre un peu la cohésion de l'équipe pour la campagne électorale. Vous savez, le parti politique va à la conquête du pouvoir suprême. Oui. Nous avons l'occasion pour cette fois-ci de conquérir ce suffrage suprême avec notre candidat Patrice Talon. Il ne fallait pas qu'il y ait quelques foyers qui puissent entacher l'élan du groupe politique à faire en sorte que l'élection soit plus facile. C'est pour ça qu'on a dit attention, il faut mettre un bémol à la démarche en faisant une suspension, en disant stop aux AG, donc faire en sorte que nous puissions mettre en place des équipes ad hoc juste pour aller à la campagne. C'est des équipes de campagne qui sont différentes des structures du parti. C'est ça. C'est-à-dire qu'après la période de campagne, n'est-ce pas, l'opération d'enrôlement peut être relancée. Naturellement, après la campagne, le processus d'enrôlement et d'installation, donc les AG, se poursuit. Ce processus se poursuit parce que si ça ne se poursuit pas, on ne peut pas dire qu'on a des structures définitives. Un parti, ce ne sont pas des organes ad hoc tout le temps. À un moment donné, avant d'aller au prochain congrès, il faut forcément avoir des organes définitifs. Voilà. Alors, qui peut être membre, n'est-ce pas, ou militant du parti Bloc républicain? Non, mais je pense que la condition est générale, qui est fixée par la charte des partis politiques, être un bon citoyen. Si tu es un bon citoyen, pour être membre du Bloc républicain, il faut être volontaire et remplir les idéaux du parti. C'est ça essentiellement. Et en la matière, l'engouement est terrible parce que nous avons imprimé à peu près, nous avons distribué près de 1 million de cartes de membres, d'adhérents au cours de cette phase d'enrôlement. La première opération, on pouvait dire que les gens s'étaient inscrits parce qu'ils pensaient que le parti allait... C'était l'occasion, vous savez, on sortait des moments de faveur. On pensait que c'était... En 2016, on a changé la méthode.
Voilà une autre manière de distribuer les faveurs ou bien les facilités. Mais on a eu le temps de constater qu'il n'en est rien de cela. Donc, malgré cela, on a eu une flambée d'inscription au parti. Ça veut dire que des citoyens ont eu de plus en plus confiance à ce parti du cheval blanc. C'est très important. Alors, par le passé, nos élections présidentielles ont toujours été des moments de fête. Le souhait pour cette élection, c'est pour qu'il en soit toujours ainsi. Quel est le travail que le parti Bloc républicain fait de manière à ce que l'élection en cours puisse se dérouler dans la paix? Non, je pense que le rôle que joue le parti Bloc républicain sur cet aspect est sans discussion. Vous voyez d'abord qu'au niveau de la... On va... C'est une panne. Chargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Youpi! Yuki! Pétillant, frais, fun, cool! C'est Yuki Cola, délicieusement parfumé au bon goût cola, encore plus stylé. Avec son nouveau format en PET 30 centilitres, pratique et transportable partout. Accessible au prix conseillé de 250 francs dans tous vos points de vente habituels. Toujours disponible en format de PET 50 centilitres et en verre consigné de 30 centilitres pour plus de fun et de plaisir. Yuki Cola, savoure la vie façon cola. First time I saw you, you blew my mind. I got this feeling everything was alright. I've never known someone like you, but when I'm with you, everything feels brand new. New, 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 new. New, 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 new. Allez, toutes nos excuses pour cette insertion publicitaire. Incertitude technique oblige. On est avec vous, Barthélemy Kassa. Je vous faisais la question de savoir le travail qui est fait au niveau du parti Bloc républicain de manière à ce que ces élections présidentielles à venir puissent se dérouler dans la paix et la tranquillité nécessaires. Merci beaucoup, cher ami Wahab. C'est vrai que la technique réserve toujours des surprises. Des surprises, en voilà une. Donc, ce que le Bloc républicain est en train de faire, vous savez que au niveau national, celui qui a la responsabilité de la campagne du duo de candidats que nous avons choisi, et Patrice Talon, c'est quand même Ablabia Tchane, qui est un homme de paix, comme vous le voyez, rien que son tempérament inspire la confiance, inspire la paix. Et c'est un message qui a été affiché par le chef de l'État pour faire en sorte que ce caractère soit largement partagé par l'équipe de campagne au niveau national et aussi bien au niveau décentralisé. Et en cela, les sensibilisations ne manquent pas pour faire en sorte que nos camarades responsables et militants
ne répondent à aucune provocation. Vous savez, la menace de la paix, ce sont les provocations. Chez nous, on dit, le chien qui tient, ce n'est pas celui-là qui aboie. S'il aboie, l'os va tomber, bon, un autre va ramasser. C'est pour ça, nous faisons beaucoup pour appeler d'abord à la tolérance. À l'acceptation de l'autre. À la tolérance de tous les responsables en charge de la campagne et à la tolérance de tous nos militants pour que, même s'il y avait des gens qui étaient animés d'autres esprits, que cela ne passe pas par nous. C'est d'abord là. Voilà, la campagne sera officiellement lancée très bientôt. Est-ce que le parti Bloc républicain se sent prêt? Naturellement, vous savez, ça fait la 3e élection que nous affrontons depuis notre création, les législatives, les communales et l'élection présidentielle. Nous sommes en train de réchauffer toutes les stratégies et toutes les structures depuis le sommet jusqu'à la base pour faire en sorte que d'ici le 26 mars, l'entrée en danse soit la plus belle. D'accord. Alors, votre mot de conclusion, honorable Barthélémy Kassa. Je vais vous remercier, à vous, Wahab Malik Para, remercier Canal 3, remercier tous les militantes, toutes les militantes et tous les militants qui nous ont suivis en ce moment et solliciter leur indulgence pour faire en sorte que l'observation du HALT que nous avons sollicité dans la mise en place des AG n'émousse pas leur ardeur lorsque nous allons siffler la reprise et que l'occasion d'installation des structures ad hoc qui va démarrer d'ici mercredi prochain sur toute l'étendue du territoire soit une occasion de grande réconciliation pour faire en sorte que notre parti puisse gagner avec Patrice Talon Talata. Barthélémy Kassa, on n'est pas encore en période de campagne. Merci d'être passé quand même sur le plateau du grand format. Je rappelle, vous êtes député à l'Assemblée nationale et membre du bureau exécutif national du parti Bloc républicain. Merci encore une fois d'être passé sur le plateau du grand format. À votre suite, je vais recevoir Madame Regina Zomakpe, qui est porte-parole du Fonds d'action pour la continuité. C'est un Creuset qui a pour coordonnateur national le ministre Salman Karim et qui travaille entre autres pour l'obtention d'un taux de participation avoisinant les 110%, un travail délicat qui mérite une mobilisation à cet effet. Et donc hier samedi à Porto-Novo, les femmes se sont mobilisées pour la cause. Regina Zomakpe, comme je vous l'ai dit, est porte-parole. Elle viendra nous dire la solennité qui a régné hier dans la ville capitale. À tout de suite. Un garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Show me what you got. Show me what you got. 'Cause I got mine. I see you way behind. Show me what you got. Don't have time. Can't catch me on my grind. Show me what you got. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Voilà, Madame Regina Zomapé, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être venu par ici. Vous êtes porte-parole des femmes du PAC. Le PAC, c'est le Fonds d'action pour la continuité. Hier samedi, donc, vous étiez à la ville capitale, c'est à Porte-Nouveau. Que s'est-il passé exactement? Merci, monsieur le journaliste. Hier, les femmes de FAC, du Front d'action pour la continuité, ont eu l'honneur de recevoir en leur sein le coordonnateur national, M. Saliman Karim. Oui. Nous n'espérons pas sa présence parmi nous. Nous voulons fêter entre nous en prélude à la Journée internationale de la femme et il nous a fait l'honneur d'être avec nous. C'est ça. Alors, le contenu, c'était quoi? Que s'est-il passé exactement? Les femmes FAC, ce sont les femmes qui sont engagées, mobilisées. Nous sommes dans tous les départements, dans les communes, les arrondissements, les quartiers de ville et villages. Et nous travaillons aux côtés de ce monsieur pour la mobilisation, la sensibilisation à la culture de la paix, surtout, et à la prise de conscience que chacun a son mot à dire dans ce qui se passe dans notre pays. Beaucoup de nos dames se disaient « je n'ai rien à faire en politique », disons-le. Mais nous les avons convaincus, nous leur avons montré la nécessité de mettre la main à la pâte. Et nous le faisons, et surtout, sans attendre le financement de qui que ce soit. Nous nous engageons, nous mettons la main à la poche, nous mettons nos moyens nous-mêmes pour faire ce travail-là. Depuis l'année dernière, nous y sommes. Et la femme aime quand elle travaille, elle aime se faire voir. Oui. Donc, on a voulu nous faire voir au moins une fois. Oui. C'est ça. On avait prévu... comme on le voit sur les images qui défilent en ce moment. D'accord. Oui. On avait voulu être des milliers. C'était le stade Charles de Gaulle qu'on avait envisagé prendre, mais la recrudescence de la COVID-19 nous a empêchés d'atteindre cet objectif-là. Et nous nous sommes contentés d'être quelques centaines seulement. D'accord. Alors, quelle est la composition des femmes FAC? C'est-à-dire, quelle est la provenance, le profil des différentes femmes qui composent les femmes du Fonds d'action pour la continuité? Merci, monsieur. La grande majorité est composée des femmes enseignantes. Des femmes enseignantes, mais nous avons tout de suite à nos côtés les bonnes dames de nos cantines scolaires. Nous avons les tenancières des cantines, nous avons des parentes d'élèves et, croyez-moi, de simples sympathisantes qui ne sont pas des moindres. C'est ça. Donc, c'est la composition. C'est une équipe solide, c'est une équipe solide et travailleuse, au contact de la population chaque jour. Nous nous évertuons à faire passer le message. Et ce message, soyez indulgents, je le répète, c'est un message de paix, c'est un message de développement dans la continuité. D'accord. Alors, vous êtes nos femmes, vous êtes nos épouses, vous êtes nos mamans, et ce dernier aspect, côté maman, n'est pas négligeable. Quel est le travail que vous faites, vous, les mamans, n'est-ce pas, à l'endroit des enfants, notamment la jeunesse, de manière à ce que ces invites qu'on apprend de part et d'autre à aller à la violence, pour que vos jeunes enfants, n'est-ce pas, puissent vraiment vous écouter? Merci pour la question. Merci pour la question. Et c'est ce qui a fait que nous qui ne faisions même pas la politique, vous n'allez pas me voir par le passé dans aucun parti politique. C'est d'ailleurs pour ça que nous qui ne faisions pas la politique, nous nous sommes mises dans la danse pour que nos enfants, puisqu'ils nous écoutent quand même, nos enfants n'aillent pas à la dérive, qu'ils restent dans le droit chemin. Et ce chemin-là, c'est le chemin qui nous arrange tous. Puisque nous n'avons pas deux nations, nous n'avons que le Bénin comme notre pays. D'accord.
Alors, un de vos objectifs, entre autres, votre candidat est bien connu, on ne va pas revenir sur cela puisque nous ne sommes pas encore en période de campagne à proprement parler. Alors, un objectif non négligeable de votre front, n'est-ce pas, c'est atteindre le taux de participation d'au moins 70% pour l'élection présidentielle. Comment vous vous y prenez? Comme je l'ai dit, nous avons nos bureaux dans les communes. Ces bureaux-là ont pour rôle de travailler au niveau de travailler vers les arrondissements. Les arrondissements, et les bureaux d'arrondissement, eux, vont vers les villages, les quartiers de ville. Imaginez-vous que la vendeuse de l'école est nommée responsable à l'organisation et à la mobilisation dans son village à elle. Vous imaginez l'entrain qu'elle pourrait mettre en œuvre pour rassembler ses frères et sœurs, pour rassembler sa famille autour de nos idéaux. Donc c'est ça. Nous responsabilisons tout le monde. Tout le monde a le droit de travailler et de montrer le travail, le fruit de son travail. Vous travaillez, vous donnez la liste des gens que vous avez acquis à notre cause. Donc c'est comme ça que nous travaillons. C'est un travail de fourmi. C'est un travail de fourmi qui a pour objectif d'atteindre les hameaux les plus reculés. Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment écouté aussi bien par la jeunesse que par d'autres femmes des différentes contrées que vous parcourez? Oui, c'est un travail pédagogique. D'abord, nous sensibilisons. Nous leur démontrons la nécessité. Eux-mêmes et surtout en tant qu'enseignante, vous avez la pédagogie à vendre. Oui, oui. La théorie comme la pratique. Chacun a vu la pertinence de la nouvelle politique qui se fait, qu'il faut travailler soi-même avant d'espérer un mieux-être. Ne pas attendre que tout tombe, on doit participer. Et c'est à cette participation-là que nous les sensibilisons et ça prend. Ça prend. Alors, quelle est l'explication qui est faite aux femmes pour qu'elles comprennent, bon, pas seulement les femmes, hein, les jeunes et les populations, pour que ces derniers comprennent le sens de sortir et aller voter, aller exprimer son droit civique? Les gens ont l'habitude de dire que si l'on ne fait pas la politique, c'est la politique qui va vous faire. Donc, si le silence peut être mal interprété, lorsque vous ne donnez pas votre voix, les gens vont faire de vous ce qu'ils veulent. Donc c'est pour cela qu'ils ont compris qu'ils ont leur mot à dire. Et il faut l'exprimer par le vote et un vote pacifique, surtout. D'accord. Alors quel est l'accompagnement de votre coordonnateur national, M. Salman Karim? Ah, ce monsieur, permettez-moi, il est à l'école de notre chef de l'État, c'est un visionnaire. Au départ, quand il a commencé par nous briefer sur la nécessité de lever le taux de participation aux élections, on n'avait pas compris tout de suite cet intérêt-là. Pour nous, c'est voter tel, voter tel. Mais lui, il a commencé par nous sensibiliser par rapport à cette nécessité-là. Donc, nous recevons des orientations de lui. Nous recevons surtout beaucoup d'encouragement et de soutien. Et ça prend. D'accord. Votre mot de conclusion, Madame Regina. Je voudrais remercier toutes ces braves Amazones qui travaillent sans rien dans les hameaux les plus reculés et les encourager pour ce qu'elles font déjà. Je voudrais faire un coucou à notre coordonnateur national pour sa présence parmi nous, parce que sa présence nous encourage, nous fortifie, nous ragaillardit. Et faire un coucou à notre chéri national aussi, si vous le permettez, son Excellence. Le président Patrice Talon. D'accord. Madame Regina Zoumakpe, merci d'être venue sur le plateau du grand format. Vous êtes porte-parole des femmes du PAC. Le PAC, c'est le Fonds d'action pour la continuité qui a vu le jour dans la commune de Sakété. Je vais vous accompagner, n'est-ce pas, avec la revue de presse hebdomadaire signée aujourd'hui Narcisse Alossé. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour à toutes et à tous. Rekia Madougou entre les mains de la justice béninoise depuis le mercredi dernier et l'information a occupé les colonnes des journaux cette semaine. La candidate recalée pour l'élection présidentielle d'avril prochain a été arrêtée en milieu de semaine sur le pont de Porto Novo alors qu'elle revenait sur Cotonou après une conférence de presse qu'elle animait conjointement avec d'autres responsables de l'opposition au régime de la rupture. Les publications citent surtout les noms de Joël Aïvo, Valentin Aditi-Koudé et Moïse Kérékou. Bénin, aussitôt après une conférence de presse animée à Porto Novo, l'opposante Rekia Madougou arrêtée affiche en manchette
le quotidien Matin Libre dans sa livraison de jeudi. Et tout comme le quotidien Matin Libre, Fraternité et l'autre quotidien aussi relatent dans leur colonne le film et les circonstances de cette interpellation. Selon les journaux, Dame Rekia Madougou a été conduite à la direction centrale de la police judiciaire où son audition a été reçue en procédure d'urgence pour la suite de l'enquête judiciaire ouverte par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Mais que reproche-t-on à Rekia Madougou, s'interroge le quotidien La Nation. Une interrogation à laquelle le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou, a donné une réponse 24 heures après l'interpellation de la mise en cause. C'était à la faveur d'une sortie médiatique au cours de laquelle le magistrat a donné la version officielle sur le dossier. Dossier Rekia Madougou, les clarifications de Mario Metonou, procureur spécial près la Criette, titre Fraternité, dans sa parution de vendredi. Justice, tout sur l'affaire Madougou, pointe Nord-Sud quotidien, qui dresse dans ses colonnes les raisons de l'interpellation de la candidate recalée à la présidentielle de 2021 et les peines qu'ils encourent, elle et ses complices. Selon la déclaration du procureur spécial près la Criette, relayée par les journaux, il est reproché à Rekia Madougou d'être derrière une mission d'assassinat de 2 personnalités politiques influentes à Parakou et de l'avoir même déjà financé conformément aux aveux de 2 supposés complices actuellement sous le verrou. Ces 2 complices sont noms Georges Saka et Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, a ajouté Mario Metonou devant micro et caméra. Pour le quotidien Le Matinal, ce sont de graves révélations du procureur spécial près la Criette sur ce dossier de tentative de déstabilisation du Bénin par Rekia Madougou et compagnie. Et mon confrère dit attendre de la justice des sanctions exemplaires. Plus loin, renseignent les journaux, Rekia Madougou a assisté dans la foulée à la perquisition de son domicile à Cotonou. Une perquisition faite par les éléments de la police républicaine sur instruction de l'autorité judiciaire et qui, selon mes confrères, a permis aux forces de l'ordre d'avoir d'autres indices sur l'enquête ouverte sur ce dossier qualifié d'acte attentatoire à la sécurité de l'État. Et les résultats de cette perquisition ont amené le procureur spécial à ordonner la garde à vue de la mise en cause jusqu'à nouvel ordre. Interpellation et garde à vue de Rekia Madougou, commente le journal Le Potentiel. Terrorisme et association de malfaiteurs sont les chefs d'accusation. Le même sujet fait le gros titre du quotidien Le Matinal. Cité dans une affaire d'association de malfaiteurs et de terrorisme, Rekia Madougou, cueilli par la police, pointe la publication. Plus loin, Le Matinal nous renseigne dans ses colonnes sur les peines encourues par la prévenue. Le journal Bénin Intelligent relate les faits avec une touche ironique. Arrestation de Madougou, comment la démocrate voulait empêcher la présidentielle, affiche en manchette mon confrère, qui parle d'un scénario funeste déjoué et d'une éthique politique en lambeaux. En tout cas, le dossier Rekia Madougou est tout sauf de l'acharnement politique, s'exclame le quotidien Fraternité. Après le film de l'arrestation de Dame Rekia Madougou et les faits rapportés par le procureur spécial, commente le journal, la thèse d'un acharnement politique tient à peine debout. Autrement, poursuit Fraternité, dans le contexte des attaques virulentes contre le régime Talon, d'où l'opposition radicale venait de sortir, Joël Aïvo, Moïse Kérékou et Valentin Aditi Khoulé auraient été interpellés aussi. Mais ça n'a jamais été le cas, martèle la publication. Pour des acteurs politiques qui de surcroît se disent démocrates, insiste le journal, choisir la voie de la violence est la plus grave erreur qui soit. La meilleure arme, c'est le discours de la persuasion, conclut mon confrère, qui réfute toute thèse d'acharnement politique dans ce dossier. Un dossier que nombre d'observateurs voient comme un long feuilleton qui augure de bien d'autres épisodes. Dans cette démêlée avec la justice, l'ancienne ministre de Boni Yayi peut compter sur certains soutiens. Et le premier vient de Rosine Soglo, annonce le quotidien Matin Libre. Interpellé et gardé à vue à la BEF, affiche en manchette Le Canard, Rekia Madougou reçoit le soutien total de Rosine Soglo. Et ceci comme une mère à sa fille, précise mon confrère. Des personnalités et organisations condamnent l'arrestation de l'opposante, ajoute le quotidien Matin Libre. Pour la présidentielle d'avril prochain, le quotidien La Nation nous apprend que le spécimen du bulletin unique a été présenté cette semaine aux représentants des candidats pour recueillir leurs suggestions quant à la mise en forme définitive du dit document. Présentation du bulletin unique pour la présidentielle de 2021, pointe mon confrère, les suggestions des 3 duos de candidats.
Et le quotidien du service public nous renseigne qu'à l'issue de cette séance de présentation du document, tous les représentants des candidats sont ouverts aux modifications suggérées. Toujours pour l'élection présidentielle d'avril prochain, les regroupements de plus de 50 personnes sont autorisés pour la campagne électorale malgré le contexte sanitaire, informent les journaux cette semaine. Selon les publications, cette décision a été prise en Conseil des ministres. Seulement, ajoutent mes confrères, les candidats en lice sont appelés à faire respecter les gestes barrières à la Covid-19. Déroulement de la campagne électorale pour la présidentielle, affiche en manchette le journal Soleil Levant, le grand regroupement autorisé, mais dans le respect des gestes barrières. Pour l'autre quotidien, le gouvernement infléchit les mesures anti-Covid-19 pour la campagne électorale dans le cadre de la présidentielle de 2021. Présidentielle 2021 et Covid-19, conclut le quotidien Fraternité. Exceptionnellement, les regroupements sont autorisés. Le respect des gestes barrières, seule condition restrictive, ajoute le Canard. À côté de l'ambiance électorale, plusieurs parutions nous informent cette semaine d'une nouvelle condamnation de l'homme d'affaires Sébastien Diavon par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. À ce sujet, le matinal parle de faux et usage de faux en écriture publique et escroquerie pour informer qu'Adiavon et l'ambassadeur Lalaye sont rattrapés par un crime économique. Reconnu coupable d'usage de fausses attestations escroquerie dans une affaire de faux usage de faux en écriture publique, complicité escroquerie, ajoute le journal Le Télégramme, l'ancien allié politique de Patrice Talon est de nouveau visé par un nouveau mandat d'arrêt émis par la juridiction spéciale. Le journal Le Potentiel croit savoir le contenu du verdict de la juridiction et nous apprend que 5 ans et 2 ans de prison ferme sont requis respectivement contre Diavon et Lalaye. La CRIET a infligé à l'ancien candidat à la présidentielle de 2016 5 ans d'emprisonnement ferme et 2 400 000 de francs CFA d'amende pour usage de fausses attestations escroquerie, précise le journal Bénin Intelligent. Par ailleurs, poursuit la publication, la Cour l'a condamné à payer plus de 80 milliards de francs CFA à l'État béninois à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par l'administration fiscale et 60 milliards de francs CFA pour les autres préjudices non fiscaux. Le quotidien La Nation, lui, nous renseigne que l'ancien ambassadeur du Bénin près le Nigeria séjourne désormais à la prison civile d'Apro-Missérété. Le journal précise que les 2 condamnés ont chacun 15 jours pour faire appel s'ils ne sont pas satisfaits du jugement de cette affaire qui remonte à 2013 sous le régime précédent. Dans la suite, cette semaine, la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. Fraternité nous informe de 5 nouveaux décès provoqués par le coronavirus au Bénin. C'est le dernier bilan donné par les sources sanitaires béninoises dans la période du 19 février au 1er mars 2021. Avec ces nouveaux chiffres, le Bénin est passé à 75 décès pour 6111 cas confirmés. Et à l'analyse, il faut redouter que le risque de contamination est doublement, voire triplement élevé à cause du non-respect des gestes barrières. Le même journal est porteur tout de même d'une bonne nouvelle et rapporte que les premières doses de vaccins sont déjà attendues à Cotonou. En croire mon confrère, plus que quelques semaines et le Bénin sera vacciné. Dans le cadre du mécanisme COVAX mis en place par l'Organisation mondiale de la santé pour garantir un accès quelque peu équitable aux vaccins, le Bénin est désormais sur la liste des pays en attente de débuter leur campagne de vaccination, ajoute le Canard, pour lequel le processus est irréversible. Santé encore, et le journal Soleil Levant qui nous apprend que des cas suspects de méningite sont découverts dans le département de l'Atakora. Le quotidien Matin Libre précise que c'est dans la commune de Tanguieta que l'épidémie fait ravage. L'alerte est ainsi donnée. Terminons ce tour d'horizon avec le quotidien Fraternité qui nous apprend que cette semaine, l'hôpital Missin d'Akpakpak Cotonou a connu un cas de vol de bébé. Une dame qui s'est fait passer pour la belle-mère de la nourrice a trompé la vigilance du corps médical, renseigne la publication. La maman faisait sa toilette quand le vol a eu lieu. Et la présumée voleuse a mis l'enfant au dos, guettant un moment d'inattention des femmes en blouse présentes. Selon les témoignages recueillis sur le mode opératoire, il s'agirait d'un vol planifié. Une enquête a été aussitôt ouverte par la police républicaine qui s'est dépêchée sur les lieux, ajoute le quotidien Fraternité. C'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine.
Voilà, Brice Rondi, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venu sur le plateau du Grand Format. Vous êtes le président de l'ONG ADECO et puis avec vous, on va parler donc de la célébration de la journée de l'artisan béninois. Le 5 mars dernier, donc, l'artisan béninois était à l'honneur, ses œuvres également. Mais vous, n'est-ce pas, qui parlez artisans, qui défendez leur cause, on ne vous a pas vu sur le terrain pour autant. Que s'est-il passé exactement? Rien ne s'est passé. Comme je vous le dis tout le temps, l'artisanat se porte mieux et se portera de mieux en mieux grâce à Dieu. C'est ça. Je pense à la journée des artisans du Bénin qui est spécifique au Bénin tous les premiers vendredis du mois de mars de chaque année. Oui. Pour cette édition, et ADECO n'a pas fait une organisation particulière, compte tenu de Covid-19, C'est ça. 2, parce que vous savez, quand j'organise le monde que je rassemble, et 2, et comme vous le constatez, chaque association et dans chaque zone, on peut quand même organiser. Nous avons juste fait une tournée pour aller les assister parce que il y a quelques petits problèmes dans le secteur et nous ne pouvons pas fêter dans cette tension. Nous sommes à pied d'œuvre pour que désormais l'artisan puisse parler, l'artisanat, on puisse parler le même langage afin de pouvoir rester ensemble et festoyer. Et là, c'est pour très bientôt. D'accord. Alors, quelle est la santé du secteur? Vous parlez tout à l'heure que ce secteur va de mieux en mieux, mais sur la question donc des rivalités qu'on a notées au niveau des patrons des différentes fêtières, où en sommes-nous actuellement? Au niveau des patrons de différentes structures fêtières, je pense le véritable problème qui se pose aujourd'hui dans le secteur de l'artisanat, c'est le problème de leadership. C'est ça. C'est un problème complexe où je pense et nos échanges sont en train de permettre à certaines personnes de comprendre qu'ils ont intérêt à pouvoir parler désormais le même langage. C'est ça. Et donc, il n'y a pas encore péril à la demeure. C'est vrai, il y a une crise. Je l'ai annoncé tantôt. Mais je loue l'effort du ministre PME Modeste Kérékou, qui depuis un moment a pris à cœur ce problème et a lancé plusieurs rencontres avec les différents protagonistes, m'a invité aussi en tant que président de l'ONG, promoteur de la plateforme de communication, partenaire technique du secteur, afin que nous puissions échanger. Il a écouté chacun. Quel a été le contenu des échanges, comme vous le contenu des échanges, oui. Il a écouté chacun. Et en tant que tutelle du secteur, a exhorté à la paix, à la compréhension et à parler désormais le même langage. Et a voulu que nous puissions prendre à bras le corps cette médiation pour que désormais les deux structures étatiques qui sont, il y a une crise, il y a Sénab, il y a une autre Sénab, donc puissent désormais être ensemble pour que le secteur puisse se porter de mieux en mieux. Alors cette médiation, c'est une mission plutôt délicate, hein? Comment vous pensez-vous? Bon, c'est une mission délicate. Nous avons démarré et vous savez, quand on est en médiation, on ne communique pas. Oui. Donc nous sommes en médiation, nous sommes en train de rencontrer les différentes parties et nous allons installer très bientôt, par la grâce de Dieu, le comité de médiation. Parce qu'une médiation, ce n'est pas une, deux personnes. Nous allons bientôt installer un comité de médiation. Une convention sera signée par toutes les parties afin que nous puissions démarrer véritablement la médiation. Et à la fin, vous aurez la quintessence de tout ce qui a été arrêté et vous allez voir la paix reviendra dans le secteur. On va souhaiter vraiment que cette paix revienne de manière à ce que le sous-secteur donc de l'artisanat puisse davantage mieux se porter. Ce secteur est bien vaste qui fait appel pour son organisation au recensement donc des artisans. L'opération, comment elle se déroule actuellement? D'abord, je tiens à remercier l'équipe de Grand Format qui m'avait reçu. J'ai fait de plaidoirie en demandant au gouvernement de bien vouloir permettre aux artisans qui n'ont pas pu se recenser et de se recenser pour la deuxième phase. Quand nous étions également au ministère, quand le ministre nous a reçus le ministre Modeste Kérékou, les 14 décembre et 15 janvier
dans le ministère, nous avons également fait ce plaidoirie. Le ministre a porté ça vers le chef de l'État. Ça a été accordé. La deuxième phase de ce recensement a été accordée. Donc bientôt, ça va démarrer. Donc nous demandons à tous les artisans de s'apprêter, de ne pas penser que c'est l'impôt, c'est ci, c'est ça, et ne pas aller se recenser. Se recenser, c'est que le secteur puisse mieux se porter, afin qu'il n'y ait plus d'évasion fiscale dans le secteur. D'accord. Alors, on note de plus en plus une présence accrue de vos éléments, les éléments donc de votre plateforme, aussi bien dans les communes que dans les arrondissements. Cotonou, qui est la capitale économique, affiche bien entendu vos éléments sur le terrain, comme je l'ai dit. De quoi cela retourne concrètement? Bon, vous savez, beaucoup se posent de questions. Je pense depuis 8 ans que je suis en train de faire ce combat et j'ai une détermination. Et j'ai compris. Comme je l'ai dit, c'est dans mes tournées, en accompagnant la décentralisation, que j'ai vu que le secteur de l'artisanat est un secteur vital. Les artisans sont un peu partout et tous ne sont pas dans des associations. Et également, il y a un problème de communication qui s'oppose. D'où nous avons créé la plateforme de communication qui est un département de l'ONG ADECO pour pouvoir mieux mettre les artisans ensemble. La décentralisation, c'est le développement à la base. Qui sont ceux qui sont à la base? C'est les artisans. Et c'est pour ça que vous constatez que la plateforme est installée au niveau départemental, communal, arrondissement et même bientôt dans les quartiers. Afin que lorsqu'il y a une information, lorsque nous décidons de faire une formation à ces artisans, parce que vous savez, le véritable problème des artisans aujourd'hui, c'est le problème de formation. C'est des gens qui ont appris le métier depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, mais n'ont jamais l'occasion d'aller faire des formations en renforcement de capacité. C'est le véritable souci du secteur. Et c'est ça l'ONG ADECO a pris à bras le corps et est en train d'accompagner le secteur. Et c'est 2 volets de formation. Il y a les formations générales et également les formations spécifiques dans chaque corps de métier. Donc, lorsque nous lançons les formations au niveau national, ça va descendre jusqu'à la base. L'artisan qui est au fin fond, au bord du bas fond, que personne ne connaît, pourra participer aussi à cette formation, d'où notre présence accrue dans les départements, dans les communes, dans les arrondissements et dans les quartiers. Pour porter donc le message. Dans le rang des artisans, il y a bien entendu les femmes. Au niveau de l'ONG ADECO, il y a également les femmes. Et quand on ferme un peu la page du 5 mars dernier, il y a le 8 mars qui est demain où la femme sera à l'honneur. Quel est le message à leur endroit? Bon, je voudrais simplement dire aux artisans que de façon spécifique, l'ONG ADECO veut avoir des femmes leaders. Et le secteur de l'artisanat regorge des leaders. C'est des patrons, c'est des docteurs dans leur domaine. Donc nous voulons développer le thème leadership. Quel est enjeu pour la femme artisane au Bénin. Donc c'est le thème qui sera développé demain à 9h au CPA de Cotonou, Centre de promotion de l'artisanat, dont nous demandons à tous les artisans, tous corps de métier confondus, de venir acquérir une connaissance. Sortez, venir acquérir une connaissance, c'est mieux que de rester chez soi et dire l'autre va me former. Lorsque toi-même tu arrives, même si c'est une seule phrase, tu vas entendre et ça va te booster dans ton atelier, dans ton domaine d'activité. Donc nous invitons toutes les femmes artisanes à se déplacer demain à 9h au Centre de promotion de l'artisanat pour que nous puissions faire cette conférence débat. D'accord. Brice Wandi, merci d'être passé sur le plateau du Grand Portrait. Votre dernier appel très, très rapidement. L'appel que je voudrais lancer, j'ai 2 appels. Oui, Le premier ça appel, fait votre mot de conclusion. et je voudrais demander à tous les artisans qui n'ont pas pu se recenser à la première phase du recensement de sortir massivement pour la deuxième phase. Et je voudrais profiter pour remercier le ministre de PME, le Modeste Kérékou, qui a pris à cœur notre plaidoirie et qui l'a porté au niveau du chef de l'État. Je remercie également le chef de l'État, le chef du gouvernement, qui a donné son OK pour la deuxième phase du recensement. Et pour finir, je voudrais souhaiter bonne fête à toutes les femmes artisanes du Bénin en particulier et à toutes les femmes du Bénin en général. Et demain, c'est votre jour. Je ne le souhaite pas anticipation. Je demande à toutes les femmes d'être au CPA afin que nous puissions festoyer. Merci à vous
Brice Fondi, merci, président de l'ONG et Club Excellence ADECO et promoteur de la plateforme de communication du réseau des artisans. Merci d'être passé sur le plateau du grand format. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver très bientôt pour partager le reste de l'actualité. Et très bientôt, ce serait demain matin sur Actu Matin. Ensemble, on va feuilleter les journaux dans la rubrique Une des journaux. Portez-vous bien. Merci.